Merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Nous sommes le 4 juin 2025 et en ouverture de cette session de l'information, nous parlons des préparatifs liés à la fête de la Tabaski qui s'intensifie. Et justement, les fidèles musulmans se préparent notamment à faire l'ascension du mont Arafat en guise du circumambulation de la Kaaba. Et notre reporter David Roger Bala nous en dit plus dans ce reportage. L'une des étapes clés du Hajj est le séjour des pèlerins sur le mont Arafat, une colline située à proximité de la Mecque. Les fidèles musulmans y passent la journée en prière et en adoration, constituant un rite important dans le cadre du Hajj. Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage est obligatoire au moins une fois dans la vie pour tout musulman ayant la possibilité d'y aller. Il se déroule à la Mecque, en Arabie Saoudite, et ses environs pendant le mois de Dhul Hijjah. Dès l'aube, de nombreux pèlerins affluent vers le site religieux où le prophète Mohammed aurait prononcé son dernier sermon. Après avoir passé la nuit dans les tentes climatisées à Mina, une vallée entourée de montagnes rocheuses située à 7 km de la grande mosquée de la Mecque. Pendant cette ascension, les fidèles pèlerins procèdent à la lapidation symbolique de Satan, jetant de ce fait des pierres sur une grande stèle représentant ainsi Satan dans la vallée de Mina avant de retourner à la Mecque pour une dernière circumambulation de la Kaaba. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans. Et si l'ambiance est plutôt joyeuse du côté des couturiers dans la région de l'Adamawa, il faut déjà signaler également que du côté des commerçants de moutons, ce n'est pas du tout le cas au regard du prix du mouton qui est de plus en plus élevé pendant cette période en prélude à la fête de la Tabaski. Et dans ce reportage, notre correspondant Léon Baloum depuis la ville de Ngaoundéré nous en dit plus. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir, les vendeurs de moutons de la région de l'Adamawa font face à une situation préoccupante. La place de fête de Ngaoundéré, inondée de bétail, venus de 4 coins de la région éponyme, ne bouge pas, faute de clients qui se font rares. Une situation jamais vécue en cette période de grande consommation. Les vendeurs sont presque aux abois. Comme vous le voyez bien, il y a assez de moutons, mais jusque-là, il n'y a pas d'acheteurs. Alors on se demande si à jour J-1, ils viendront pour en acheter. Il y a les moutons, vous voyez, il y a les moutons de 100 000, 150 000, 200 000, mais jusque-là, on n'a pas de preneurs. Bon, peut-être qu'avec le temps, disons après-demain, ou aujourd'hui ou après-demain, ça va changer, on ne sait pas. Mais jusque-là, on n'a pas assez de clients. Ça fait pratiquement 2 jours que je viens ici, mais je n'ai pas encore commencé à vendre mes moutons. Le prix varie de 60 à 70 000 en montant. Bon, ça fait pratiquement 3 jours que je suis ici. Je n'ai rien encore vendu. Cette rareté de la clientèle à l'approche de la fête de Tabaski soulève de vives inquiétudes chez les commerçants. Le phénomène de la vie chère serait-il à l'origine de cette situation ou plutôt le coût très élevé des bêtes, des questions qui ne trouvent pas de réponse. Les commerçants abandonnés à leur triste sort face à cette faible influence restent de même dans l'espoir de la venue d'éventuels clients. Les clients viennent demander quand même, mais on a l'intention qu'il n'y a pas l'argent dehors. Mais voyez-vous, on achète ces moutons depuis le Tchad, le coût de transport avec le tracasserie, on ne parvient pas à vendre. Avec ou sans moutons, la fête de Tabaski aura bien lieu, même s'il faut noter qu'elle sera plus belle autour d'une table. Et justement, à l'approche de la fête de la Tabaski, les ateliers de couture de Nyambaka dans la région de la Damawa sont en pleine effervescence au regard de l'afflux des commandes qui ne font que s'ajouter à moins de 48 heures de la célébration de la fête de la Tabaski. Les professionnels de la mode semblent être débordés, comme le dit notre reporter, notamment dans ce reportage, il s'agit de Hamza. Une course contre la montre sous haute pression à seulement 2 jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir
communément appelée fête des Tabaski. L'air est palpable dans les ateliers de couture de Nyambaka. En cette période, c'est pas facile pour moi avec l'abondance de tissus et la forte demande de clients qui se bousculent depuis le début de ce mois. Face à la demande explosive, de nombreux ateliers de couture ont dû revoir les habitudes. Personnellement, moi, je travaille de 7h à 3h du matin. Donc, je me repose de 18h à 20h comme ça. Les machines tournent et les horaires de travail s'étirent bien au-delà des journées habituelles. Malgré la pression, certains clients parviennent à trouver leur compte. Je suis venue récupérer ma tenue depuis hier. Je suis très satisfaite. Voici ma tenue que j'ai pu récupérer et je suis très satisfaite de cette modèle. Si quelques désagréments liés au délai serré et à l'affluence, la satisfaction des clients reste le credo des tailleurs. La qualité du travail et la tenue des promesses sont essentielles pour maintenir la confiance et la réputation des ateliers. À quelques heures donc de la célébration de la fête de la Tabaski, les machines tournent à plein régime dans la ville de Ngaoundéré. Il faut déjà également rappeler que les différents couturiers sont donc à pied d'œuvre afin que les différents fidèles musulmans puissent être vêtus des plus belles couleurs le jour dit. Et dans ce reportage de notre correspondant Mado Kwambo Armel, il est allé à la rencontre de quelques couturiers au marché Mbororo pour prendre le pouls des préparatifs. Je vous invite à écouter ce reportage. Dans les rues de Garoua, dans la région du Nord, un parfum d'anticipation flotte dans l'air. La Tabaski, synonyme de partage, de joie et de renouveau, et avant tout une occasion de se parer de ses plus beaux atours. C'est ici que les tailleurs et les couturières entrent en scène, transformant les étoffes en des œuvres d'art. Je travaille jusqu'à 20h ou 22h avant de partir, parce qu'il faut que les rendez-vous là, nous donnent la même chose. De jour comme de nuit, les ateliers de couture de la ville ne désemplissent pas. Les tissus chatoyants allant du bassin riche au brocart s'accumulent sur les tables, attendent d'être transformés. Les motifs souvent complexes et traditionnels demandent une dextérité et une patience remarquable. Chaque coup de ciseau, chaque point de machine est exécuté avec une précision chirurgicale. Avec le moment de fête de Moudon, nous avons beaucoup de travail. Et avant là, nous descendons le travail dans les 15h, 16h. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler jusqu'à des heures tardives. Travailler sous pression est le lot quotidien de ces artisans en cette période. Les heures supplémentaires s'accumulent et le sommeil se fait rare. Pourtant, la motivation reste intacte. Vu la pression, je me lève à 6h du matin pour venir dans mon lieu de service et je rentre souvent à 23h, 22h. Alors que le jour avant la Tabaski s'engraine, les machines à coudre continuent de chanter dans les ateliers de Garoua. Une mélodie incessante, annonciatrice de la fête et témoin du travail acharné de ces artisans qui, avec chaque fil et chaque aiguille, tissent la magie de la Tabaski. Au regard de la vitesse avec laquelle ces préparatifs sont mis sur pied, on peut affirmer sans doute de se tromper que cette fête de la Tabaski va se dérouler de la plus belle des manières. Parlons à présent de toute autre chose dans cette session d'information comme annoncé au sommaire de ce journal. Le 4 juin marque la journée internationale des enfants victimes d'agressions dans le monde, une date symbolique qui rappelle la souffrance des millions d'enfants touchés par la violence et même les conflits de tout genre. Dans ce reportage de Rosie Chomb, on revient sur la pertinence de cette célébration. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1982 en réponse aux violences perpétrées contre les enfants palestiniens et libanais durant les conflits au Moyen-Orient, la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression prend aujourd'hui une portée universelle.
Elle honore la mémoire de tous les enfants partout dans le monde qui subissent ou ont subi des conséquences de violences armées, de mauvais traitements, d'abus sexuels ou psychologiques. En 2024, selon les chiffres de l'UNICEF, plus de 468 millions d'enfants vivent dans les zones de conflit, exposés à des risques graves, enrôlement forcé, attaques sur les écoles, déplacements forcés ou encore violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Cette journée est donc un appel à la conscience collective, car derrière chaque chiffre, il y a un visage, il y a une histoire brisée. Il est donc de notre devoir de ne pas détourner le regard. Des actions concrètes sont menées dans plusieurs pays à cette occasion, notamment des campagnes de sensibilisation, conférences de débat et même des moments de recueillement. Mais les défis restent immenses tant au niveau humanitaire que politique. Dans un monde de plus en plus instable, cette journée est aussi un rappel que les enfants ne doivent jamais être des cibles. Leur protection n'est pas une option, mais une obligation morale et juridique inscrite dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faut donc dire qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces enfants victimes innocentes d'agressions, qui sont agressés presque chaque semaine, que ce soit sur le plan psychologique et même émotionnel. Et face à ces différents cas d'agression, nombreux sont ces parents qui ne savent pas véritablement quelle attitude adopter. Avec David Zo dans ce reportage, on en saura un peu plus. Ils sont des milliers chaque année, ces enfants innocents victimes d'agressions diverses. Il y a quelques mois encore, la petite Orphée âgée de 5 ans est sauvagement violée puis tuée dans la ville de Douala. Des cas comme celui-là, il y en a à profusion. Et pour y faire face, certains parents optent pour un accompagnement spirituel. Je promeux la crainte de Dieu, j'essaie de leur prodiguer les conseils, je leur présente les conséquences de ceux-là qui en ont été victimes. Et j'essaie aussi de veiller après eux, veiller sur eux et avoir des informations autour. D'autres par contre font recours aux forces de maintien de l'ordre ou préfèrent se faire justice. D'abord il faut prévenir les forces de maintien de l'ordre, par exemple la police ou la gendarmerie, signaler le cas et mener des enquêtes pour arrêter le concerné, en fait, la personne qui a agressé l'enfant. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on doit quand même éviter la justice sociale, ou bien populaire, comme on dit souvent. Alors que le monde commémore ce 4 juin la Journée internationale des enfants et victimes innocentes d'agression, les pouvoirs publics sont invités à apporter un accompagnement et un suivi psychologique à ces enfants sexuellement agressés. Interrogés sur les méthodes préventives en cas d'agression sur les enfants, nombreux sont les parents rencontrés dans les artères de la ville de Yaoundé qui livrent leurs secrets dans ce reportage réalisé par Henri-Michel Matik. Au Cameroun, les cas d'agression sur les enfants sont de plus en plus nombreux. Le dernier en date est celui du petit Mathis, agressé puis tué dans son domicile. Pour prévenir ce genre de situation, les astuces sont nombreuses et chaque parent y voit selon ses moyens. Pour les enfants, c'est de rentrer à l'heure. Quand l'école finit, les enfants doivent être à l'heure à la maison. Donc, l'enfant doit toujours rentrer avec ses camarades de classe qui rentrent souvent avec eux. Pour la majorité des parents, la meilleure résolution est de veiller sur la progéniture. Il faudrait déjà éviter qu'ils se retrouvent dans la rue à certaines heures. Bon, pour moi, tout simplement, c'est qu'il faut sécuriser nos enfants. Il faut bien éduquer nos enfants afin qu'ils ne puissent pas tomber dans des pièges quelconques. Pour moi, et à ces gens qui font ça aussi, ce n'est pas sérieux parce qu'ils sont aussi des pères de famille. Ils ont des enfants ils éduquent aussi leurs enfants à ne pas tomber dans des situations qui ne les rapportent rien. Au-delà de toutes ces mesures, il est judicieux d'inculquer la prudence et la méfiance aux enfants dès le bas âge. Parlons à présent de toute autre chose dans cette session d'information. On s'intéresse au Cameroun, notre pays qui décide de prendre la main sur l'électricité. Le gouvernement annonce le rachat de 51% de parts détenues par les fonds britanniques actifs dans le capital d'Eneo.
actif principal fournisseur d'électricité du pays, une décision stratégique qui suscite des vives réactions au sein de l'opinion publique camerounaise, tel que le dit notre reporter David Etamé. Une décision qui marque un tournant décisif dans le secteur de l'énergie au Cameroun. L'État reprend le contrôle majoritaire d'Eneo en rachetant 51% des parts détenues jusqu'ici par le fonds britannique Actis. Une annonce qui suscite à la fois espoir, prudence et scepticisme dans l'opinion publique. Ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous en souffrons énormément. Le délestage, on ne s'en sort pas. Dès qu'il y a une petite pluie, là, le courant part. Et sans oublier, il y a aussi, je peux dire quoi? Je peux dire, vous appelez ça quoi? Les surfacturations. Depuis plusieurs années, les Camerounais font face à des coupures d'électricité fréquentes, notamment dans les grandes villes. Le rachat d'Eneo par l'État est perçu par certains comme une occasion de remettre de l'ordre dans un secteur jugé chaotique. Il faudrait donc dans un premier temps qu'il y ait des manifestations pour que plus tard nous puissions donner notre point de vue. Parce que récemment, ce que nous vivons ici avec Eneo, c'est gravissime. Nous, rien n'a changé parce que la situation fait que ça empirer. C'est devenu même plus grave. Vraiment, on attend. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Nous autres qui avons eu la grâce de vivre la première République, soit idiot, ce n'était pas comme ça. On est vraiment déçus. En reprenant la majorité des actions à Eneo, le gouvernement camerounais promet des réformes et des investissements pour renforcer la qualité du service. Une promesse accueillie avec des pincettes par les citoyens. Comme l'État, on dit que l'État a repris les actions, on espère. Parce que dans ce pays, il faut voir avant d'accepter. C'est tout ce que l'État a passé le temps à promettre aux gens, on n'a jamais eu. Le souhait, c'est qu'il y ait le courant pour tous. Est-ce que c'est le Cameroun qui devait souffrir pour le courant? Entre nous, Dieu nous a tout donné. Est-ce qu'on devait souffrir pour le courant? Ça va de mal en pire. Les Camerounais veulent de l'énergie électrique en permanence et attendent avant tout des actes concrets. L'on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parlons à présent éducation. Dans ce journal, on s'intéresse à l'enseignement supérieur avec la grève annoncée du syndicat national de cet ordre le 11 juin prochain. Et dans le cadre de cette actualité, il faut déjà rappeler que c'est à la faveur de la une d'un journal qui annonce cet événement apparu par le Dr Chouo Walter qui annonce une usurpation d'identité car ne se reconnaissant pas impliqué dans cette grève attribuée aux forces politiques bien cachées. Joël Akumba, dans cet élément, revient autour de cette actualité. C'est un Chouo Walters manifestement mécontent qui décide de dénoncer ce qu'il qualifie d'usurpation d'identité. Dans une annonce de grève où il est présenté comme membre et surtout exposé par la presse. La zone de Douala se plaint que le doyen de la faculté des arts et de lettres de l'université de Douala ne les ont pas versé la prime du deuxième trimestre de 2023-2024. Et comme le communiqué n'a pas la portée d'une visibilité publique, ils ont décidé d'utiliser l'image de quelqu'un dont eux-mêmes croient qu'il est ami du ministre pour que ça a une critique. Au cœur de ces dénonciations, la une du journal étudiant devant paraître ce 4 mai 2025. Pour l'universitaire, il s'agit là de manœuvres ourdies pour l'opposer au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famdongo. Après un jour, j'ai fait une sortie pour le féliciter d'avoir fait sa connaissance. Les ennemis donc, qui voudraient profiter de moi pour la grève du 20 février pour le faire tomber et le remplacer au ministère de l'Enseignement supérieur, n'ont pas réussi. Alors ils cherchaient à tout prix pour usurper mon image ou mon identité et remettre en cause mes relations avec lui et créer les problèmes à l'université. Alors que le syndicat national des enseignants du supérieur, en abrégé SINES, branche de Douala, annonce une grève illimitée dès le 11 juin prochain avec pour cause le non-paiement de la deuxième tranche de la prime interne pour l'année 2023-2024, Chouo Walters
estime qu'il s'agit là de mensonges et il invite d'ailleurs ses collègues à se rapprocher de leur hiérarchie. Le droit ici vise les actes des États financiers. Il ne paye pas car il vise les actes des États financiers. Peut-être qu'il a visé et la DAC n'a pas payé. Il s'agit donc pour l'universitaire d'une manœuvre de chantage de la part des enseignants. Pour lui, le ministre d'État Jacques Famdongo et le recteur de l'université de Douala sont des victimes. C'est des accusations non fondées, sans preuve, contre le ministre d'État et contre le recteur Magon de l'université de Douala. Ils ont quelle preuve pour dire qu'on ne les a pas payé les primes? Vraiment, c'est un sérieux. C'est pour ça que je dis que c'est un complot. Ce serait donc une histoire de jalousie. On en voudrait, selon Shaw Walters, à la place du ministre Jacques Famdongo. Mais j'ai été chargé de TD, surveillant, correcteur. J'ai fait tout ce qu'ils font là. J'ai reçu des primes auparavant, donc je te dis que ce que les gars font là, ils ont été montés par des hommes politiques contre le ministre parce qu'on veut sa place. Pour rappel, les enseignants de Douala appartenant au CINES réclament des primes impayées et des aérés qui s'accumulent depuis 3 ans. Clap de France 4 juin 2025, des journées internationales économiques des communes au Palais des Congrès de Yaoundé, axé sur la thématique selon laquelle les communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets. Cette journée suggère une volonté de passer à l'action. Retour sur cette cérémonie de clôture avec notre reporter Gisèle Dao. Fermeture ce 4 juin 2025 des journées économiques internationales des communes. Un événement axé sur le financement et le développement des projets communaux et intercommunaux. Pour faire entendre les voix de leurs municipalités respectives, les maires misent sur des projets solides, bien conçus, répondant aux problèmes concrets des populations. Pour ces magistrats municipaux, c'est une aubaine pour booster l'émergence de leur localité. Nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de partenaires ici. Nous avons eu la chance de découvrir davantage ce que nous pouvons vendre à ces investisseurs et davantage d'aller développer ça dans notre territoire. Aolanguine est venu vendre l'ensemble des produits qu'ils ont appris à transformer et surtout le métier de pisciculteur. Nous sommes venus ici pour vendre, faire la promotion de la pisciculture parce que nous sommes dans le poisson depuis 3 ans et avec la foire au poisson que nous organisons à chaque récolte de poissons, nous nous sommes rendus compte que nous sommes véritablement sur le bon chemin. Durant ces assises, plusieurs résolutions sont prises afin de mettre au devant de la scène la concrétisation des projets et la valorisation des potentialités des territoires. Les élus locaux et municipaux en sortent très satisfaits. Comme résolution prise, nous avons le foncier qui conditionne beaucoup de projets. Nous avons les financements internationaux et avec la présence du Maroc, de la France et de nombreux autres partenaires extérieurs de l'Union européenne et même l'UNICEF, nous sommes maintenant résolument engagés sur la voie du succès. Sur place, visiteurs, hommes d'affaires et investisseurs venus des 4 coins du monde posent des questions et prennent des notes. Ils y voient en cet événement un avenir promoteur pour les communes du Cameroun et un partenariat bénéfique pour eux. GECOM 2025 avec les communes, il y a des opportunités plus concrètes puisque les communes, les municipalités ont des besoins concrets et on peut interlocuter avec les maires. C'est plus facile de parler avec les hauts niveaux de l'État. Et comme ça, il y a un besoin concret dans les municipalités. Cette 3e édition des GECOM 2025, axée sur la coopération décentralisée, rassemble différents acteurs pour créer de nouvelles synergies autour des projets qui impactent la vie des populations camerounaises. Dès lors, devrait-on déjà crier victoire pour l'avenir des communes? On espère que ces résolutions soient vraiment concrétisées.
Parlons sport à présent au bas de cette session d'information avec du football et on s'intéresse aux Lions indomptables du Cameroun qui sont déjà en terre marocaine à l'effet de prendre part au tournoi Marrakech organisé pour le compte de la période FIFA du mois de juin 2025. Les 24 Lions indomptables de Marc Brice sont déjà à pied d'œuvre à l'effet de prendre part à la double confrontation contre l'Ouganda et la Guinée équatoriale. Les échos de la tanière de la sélection nationale du Cameroun, c'est dans ce reportage que signe pour nous David Zo. Présents au Maroc pour prendre part au tournoi de Marrakech, les Lions indomptables du Cameroun ont eu leur première séance d'entraînement ce mardi soir sur l'un des 4 terrains annexes du grand stade de Marrakech, juste après les Ougandais sur le même site. Une séquence de 90 minutes qui réunit 21 joueurs et dont les principaux ateliers ont tourné autour des exercices physiques de remise en forme, du taureau et d'une mini-opposition d'une demi-heure entre le groupe de Vincent Boubacar et celui conduit par Enzo Boyomo. Ryan Tetego, Moubarak Ahmadou et Jean-Émile Onana ont rejoint le groupe juste après le dîner, complétant l'effectif des Lions indomptables à 24 joueurs. Ce mercredi 4 juin, le programme prévoit comme activité majeure une séance vidéo en fin d'après-midi et 2 séances d'entraînement à l'annexe 1 du grand stade de Marrakech. La première vient de s'achever tout à l'heure et la seconde plus tard en soirée. En rappel, ce tournoi permet aux Lions indomptables du Cameroun de peaufiner leur stratégie technique pendant cette trêve FIFA du mois de juin. Et c'est avec cette information en sport qu'on met donc un thème à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à demain avec le même plaisir, mais restez en compagnie de Bertrand Bicard et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir. Bien le bonsoir à tous et à toutes.